Entre 1930 et 1940, la ligne de fuite, le lieu idéal vers où s'échapper de l'Europe nazie fut pour beaucoup l'Amérique, et particulièrement Hollywood pour les gens du cinéma. De grands cinéastes, Fritz Lang, Billy Wilder, Robert Siodmak, Fred Zinman, des acteurs célèbres, Peter Lorre, des producteurs, des compositeurs, ont fait des films des deux côtés de l'Atlantique. D'abord en Allemagne ou en Autriche où ils étaient nés. Puis, à partir de 1930, comme plus de 800 autres professionnels du cinéma, ils ont dû fuir la terreur hitlérienne et ils se sont installés à Hollywood. Quelques années après la Première Guerre mondiale, Berlin était devenue la capitale culturelle de l'Europe. Le centre rêvé pour les arts et la culture d'avant-garde. Et le cinéma allemand montrait la voie de la modernité. En 1920, un film stupéfie toute l'Europe. Le cabinet du docteur Caligari. Un chef-d'œuvre de fantaisie et de terreur. On n'a rien vu de pareil auparavant. Ce film expressionniste opère dans une toute nouvelle dimension. Le cabinet du docteur Caligari marque le début de ce qui sera considéré comme l'âge d'or du cinéma allemand. On est en 1920. Le producteur est Erich Pommer, un visionnaire de 31 ans qui souhaite que ses réalisateurs innovent, aillent plus loin, expérimentent dans ce nouveau média. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait créé des studios cinématographiques nationaux. À la fin des années 20, les plus grands talents sont ainsi réunis sous un seul et même toit, le studio UFA, le plus vaste et le plus avancé d'Europe. C'est Erich Pommer qui le dirige. Erich Pommer fait aussitôt appel aux meilleurs cinéastes comme Joe May, un cinéaste déjà réputé pour ses films épiques et populaires. Ernst Lubitsch, l'homme qui le premier apporta au cinéma allemand un renom international. Fritz Lang, qu'Erich Pommer avait rencontré à Vienne. Un talent certain, avait dit Erich Pommer, qui essaie vraiment de créer un nouveau style de cinéma. Quand j'ai démarré ce métier, j'étais très proche d'un homme que vous connaissez peut-être, Erich Pommer. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il m'a dit « Fritz, je te donne 2 conseils. Si tu veux faire un film, tu dois bien connaître la caméra. Car c'est avec la caméra que tu racontes une histoire. Deuxième conseil, n'aie jamais de liaison avec une actrice. » Produit par l'UFA à Berlin, le film de science-fiction de Fritz Lang, Metropolis, sort en 1927. Metropolis, situé au XXIe siècle, dépeint un monde coupé en deux et contrôlé avec une précision d'automate. On dit que Metropolis était un des films préférés d'Adolf Hitler. Il témoignait surtout de l'excellence technique des studios de l'UFA et des talents de niveau international qui y florissaient alors. Je pourrais dire que mes années à Berlin entre 1923 et 1933 furent les meilleures de ma vie. Tout semblait fait pour les arts.
qu'il s'agisse du cinéma, du théâtre, de l'opéra ou de la peinture. Tout était en quelque sorte dans l'air. Berlin est un enchantement pour les arts. À l'opéra, on va écouter le compositeur viennois Erich Wolfgang Korngold, considéré dans toute l'Europe comme le nouveau Mozart. Les cabarets jouent les chansons de Frédéric Hollander, qui n'hésitait pas à se moquer de la société allemande et de sa politique. Les Juifs d'Allemagne jouent un rôle essentiel dans la vie culturelle berlinoise. 1% de la population totale allemande, ils représentent 5% des habitants de Berlin. Cosmopolites et cultivés, ils détiennent des positions importantes dans le commerce, les professions libérales et surtout dans les arts. Ce sont les plus laïcs d'Europe. Peu d'entre eux se considèrent comme religieux. Berlin et sa vie trépidante attirent les jeunes et les plus ambitieux, ceux qui rêvent de devenir acteurs, scénaristes ou réalisateurs dans l'industrie cinématographique. Certains espèrent peut-être être repérés par les studios hollywoodiens qui ont tous un bureau à Berlin et qui, dès 1920, font venir en Amérique les talents les plus originaux. C'est ainsi qu'Ernst Lubitsch émigre vers Hollywood en 1922. Billy Wilder, âgé de 21 ans, est parti de Vienne pour Berlin afin de promouvoir la tournée européenne du musicien de jazz Paul Whiteman. Quand Whiteman repart de Berlin, Billy Wilder décide au contraire d'y rester et se met à écrire des scénarios. À l'automne 1929, Billy Wilder et d'autres cinéastes en herbe, Robert Siodmak, son frère Kurt Siodmak et Edgar G. Ulmer, se rencontrent dans un café et décident de faire un film ensemble. Mi-documentaire, mi-fiction, le film suit 4 Berlinois en sortie un dimanche. L'assistant caméraman a grandi à Vienne. Son nom, Fred Zinman. Celui qui deviendra un des cinéastes préférés d'Hollywood, le réalisateur, entre autres, du Train sifflera 3 fois. C'est là que j'ai rencontré Billy Wilder. C'était notre premier film. Nous ne connaissions rien. Le réalisateur était Robert Siodmak, qui n'avait pas non plus dirigé de film jusqu'alors. Et tous les 4 ou 5, nous avons essayé de faire du cinéma avec des acteurs amateurs et pas d'argent. Billy avait écrit le scénario et Siodmak avait amené le peu d'argent qu'il y avait. Ma seule contribution était de porter la caméra, de charger les films et de garder le point le mieux que je pouvais. Les Hommes le dimanche est un film étonnant. La technique de la caméra transgresse toutes les règles cinématographiques en vigueur. Ce film est révolutionnaire. Son réalisateur, Robert Siodmak, sera un nom dont il faudra se souvenir. Quelques semaines plus tard, ceux qui avaient créé Les Hommes le dimanche, Robert Siodmak, Kurt Siodmak et Billy Wilder, allaient travailler pour Eric Pommer à l'UFA, tandis que Edgar G. Ulmer et Fred Zinman partiraient pour Hollywood, appelés par les studios. Rien ne pouvait encore laisser présager que cette modernité et la douceur si manifeste dans ce film précéderait de peu la catastrophe dans laquelle toute l'Europe allait bientôt être emportée. À l'aube des années les plus noires, Asphalt fut un des derniers films produits par Eric Pommer dans l'ère du cinéma muet allemand. Une histoire de crime, de violence et de séduction, avec une utilisation expressive de la lumière. Et également de l'ombre.
Eric Pommer est alors mondialement connu. Après Asphalt, un de ses derniers films muets, il commence à produire le premier grand film parlant, si audacieux, L'Ange bleu, pour lequel il demande à Frédéric Hollander d'écrire la musique et à Franz Waxman de la jouer. Film 701, Sternberg, Bad Dietrich, 195, Aufnahme 3. Jetzt aber falsch spielen, verstehst du? Dann gibt's einen Tritt. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn eine... À la demande de Joseph von Sternberg, qui va diriger le film, Pommer embauche la débutante Marlène Dietrich, âgée de 28 ans, pour le rôle principal féminin, face à Emil Jannings, la plus grande star allemande de l'époque. L'Ange bleu, qui lance la carrière cinématographique du musicien Frédéric Hollander, fera de Marlène Dietrich une star. Le succès de Marlène Dietrich lui vaut un contrat avec la Paramount. C'est un heureux concours de circonstances qui l'a fait partir pour l'Amérique la nuit de l'avant-première de L'Ange bleu à Berlin, le 1er avril 1930, très peu de temps avant que les choses empirent. En septembre 1930, tandis que la crise économique balaie l'Europe, que le chômage en Allemagne atteint 18%, l'adhésion au parti nazi d'Adolf Hitler ne cesse de croître. Un demi-siècle auparavant, le chancelier allemand Otto von Bismarck avait pu observer que la population juive apportait au pays un certain côté pétillant qui ne devait pas être sous-estimé. Maintenant, disait Hitler, ils étaient la cause de tous les problèmes en Allemagne. Tandis que l'on assiste à la lente désintégration politique de l'Allemagne, Fritz Lang tourne son nouveau film, M le maudit. Il a alors 41 ans. C'est le cinéaste le plus réputé d'Allemagne. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Elsie. 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 Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Lang situe M le maudit dans le Berlin de son temps et dépeint une Allemagne en proie au chaos et à la barbarie. Il engage Peter Lorre, âgé de 27 ans, pour jouer le rôle principal. M le maudit a été le premier grand film de Peter Lorre, et ce rôle devait le marquer à jamais. Sa performance fut suivie de dizaines de propositions. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es
schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss, will nicht, muss, will nicht, muss. Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören. Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Pendant ce temps-là, ce qui allait secouer puis détruire l'Europe était en marche. Tout à coup, tout le monde était nazi. Nazi. Des nazis, il y en avait partout. Et ils sortaient comme des champignons. D'un jour à l'autre, il y eut des drapeaux avec des croix gammées à toutes les fenêtres, sauf la nôtre. Pourtant, nous ne réalisions pas le sérieux de la situation. Mais un soir, au lieu de prendre un taxi, nous avons pris le métro. Et nous avons vu un jeune homme qui se faisait frapper par 12 nazis en uniforme. Et la mère, cette vieille dame, les suppliait d'arrêter. Et nous, incapables de faire quoi que ce soit. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Ce soir-là, ses partisans célèbrent l'événement dans une parade aux flambeaux. Personne ne croit encore qu'il représente un tel danger, même si ses discours racistes commencent à produire leur effet. Henri Koster, âgé de 28 ans à l'époque, se rendait au restaurant ce soir-là. Ce scénariste, connu pour ses comédies romantiques, venait d'achever son premier travail de mise en scène. Ce fut une nuit affreuse. Nous avions une table habituelle où nous nous retrouvions après le studio. Je suis allé à ma table et les autres m'ont demandé de ne pas m'asseoir. Ils avaient peur de s'asseoir à côté d'un réalisateur juif. Je ne pouvais le croire. Trois semaines plus tard, un incendie d'origine douteuse détruit le Reichstag, le bâtiment qui abritait le Parlement allemand. Adolf Hitler déclare l'état d'urgence national. Il envoie les opposants au régime nazi dans les premiers camps de concentration nouvellement construits et décrète la loi martiale. Des milliers d'opposants sont frappés, arrêtés, torturés par les miliciens de son parti, les sections d'assaut hitlériennes. 51 sont assassinés. L'écrivain Billy Wilder, par précaution, met le cap sur Paris. Un de ses amis a été arrêté. « Ce n'était pas mon idée de partir, dira-t-il. C'était celle d'Hitler. » Le nouveau film du réalisateur Robert Siodmak est retiré des salles de cinéma après l'incendie du Reichstag. Les sections d'assaut à ses trousses, Robert Siodmak est également contraint de partir. L'acteur Peter Lorre tournait un film en Autriche quand l'UFA lui demande de revenir en Allemagne. Il télégraphie la réponse suivante. Il n'y a pas assez de place en Allemagne pour 2 assassins. Le compositeur Franz Waxman est entraîné dans une ruelle de Berlin et violemment battu. Ce soir-là, lui et sa fiancée font leur bagage et prennent le train pour Paris. Apprenant que les SS avaient détruit leur appartement pendant leur absence, le compositeur Frédéric Hollander et sa femme Edie s'enfuient en train vers Paris. Haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Wir haben nun in Paris. À Berlin, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, annonce le boycott des entreprises juives. Un peu plus tard, ce même jour, Kurt Siodmak assiste au discours que Goebbels adresse à un auditoire beaucoup moins enthousiaste. Je suis allé à l'hôtel Kaiserhof à Berlin à l'invitation du docteur Goebbels.
tous ceux qui comptaient au sein de l'industrie cinématographique étaient là. Fritz Lang, Joe May, beaucoup de scénaristes, de producteurs, Eric Pommer également. Goebbels annonça qu'il prenait les rênes de l'industrie du film. Il dit aussi « Le monde n'est pas comme il est dépeint dans le cerveau d'un réalisateur juif ». Puis il énuméra les films qu'il admirait. Sur les 12 films cités, 11 étaient réalisés par des cinéastes juifs. Le lendemain, le conseil d'administration de l'UFA se réunit et décide de licencier tous leurs employés juifs les plus haut placés. C'est ainsi qu'en l'espace d'1 heure, l'UFA perd beaucoup de ses meilleurs talents, Eric Pommer compris. Ça s'est passé trop vite, très vite. Et pourtant, les gens continuaient de penser que ça n'allait pas durer très longtemps. Ils pensaient, cela va durer quelques mois, puis ce sera fini. Et Berlin redeviendra comme avant. Déjà, les gens disparaissaient. Ils venaient les chercher à 3 heures du matin, ils les sortaient du lit, puis on n'entendait plus parler d'eux. Je viens de recevoir cette lettre. Ils me disent que je n'ai plus le droit de travailler dans les studios cinématographiques allemands. Où puis-je aller ? Je ne connais assez bien aucune autre langue dans laquelle je puisse écrire. Où aller avec une femme enceinte et sans argent ? Kurt Siodmak. Le dernier film de Fritz Lang, Le Testament du docteur Mabuse, est interdit en Allemagne. Il représenterait une menace contre la loi, l'ordre et la sécurité publique. Lang aussi décide de partir. Ainsi, dans les jours, les semaines et les mois qui suivirent, les hommes et les femmes qui avaient créé l'âge d'or du cinéma allemand partiraient en exil. C'étaient les temps noirs, écrivait le dramaturge Bertolt Brecht, quand nous changions de pays plus souvent que de chaussures.